On va partir pour la prochaine émission près de chez nous. Merci beaucoup Antoine Merci, de merci. vous laisser nous libérer. Et vous le voyez, il est avec moi en direct, Philippe Fromentin. Vous êtes des Salaisons maritimes. Je vais demander à Valérie Rioust aussi de venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour, bonjour Philippe, merci d'être avec nous en direct pour cette émission près de chez nous sur ce salon régional de l'agriculture. Alors c'est très sympa, c'est très sympa. Alors on est parti faire des images chez vous il y a quelques jours. C'est des images que vous allez pouvoir commenter puisque ce sont des images qu'on n'a pas eu de reporter, on a été juste filmé. C'était pas forcément facile d'aller faire ce direct aux quatre coins de votre activité. Si on veut expliquer un peu quelle est votre activité, Philippe, pour que les gens qui nous écoutent puissent identifier quel est le cœur de votre savoir-faire. Bonjour Valérie, je voulais vous remercier pour cette initiative parce qu'on est tous un peu confinés, chacun chez soi, et on ne peut pas partager tout ça comme on aimait bien le partager tous les ans. À Paris, toutes nos passions, toutes nos histoires, toutes nos traditions. Et effectivement, c'est un grand honneur pour nous de participer en live effectivement à ce salon de l'agriculture. En deux mots, alors je vais découvrir avec vous les images, même si je connais un petit peu notre intérieur. C'est chez JC David, on fume à l'ancienne, c'est-à-dire que on ne change rien, on n'a rien changé depuis ce que nos ancêtres nous ont appris, à savoir la lenteur et surtout le respect des produits, le respect des poissons, parce que au final, c'est ce que le consommateur nous demande, c'est d'avoir un produit qui soit le plus sain possible, le plus propre possible, et qui soit qui ait du goût et qui rappelle effectivement le goût de nos ancêtres. Alors justement, vous pouvez expliquer ce que je pense deviner, hein, mais les portes qui sont derrière vous, à quoi correspondent? Alors, j'espère ne pas me tromper, mais expliquez aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Valérie connaît parfaitement, effectivement, derrière moi, alors vous êtes dans mon bureau, et j'ai la chance d'avoir installé des armoires, hein, ce sont des dossiers qui sont derrière, mais qui ne sont que la réplique des anciennes de nos cheminées, enfin des portes de nos cheminées. Vous avez exactement les mêmes, vous verrez tout à l'heure dans le reportage. Derrière ces portes, dans nos caves, nous y mettons le poisson. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet mécanique, il n'y a pas d'industrie, ce sont des cheminées. Au sous-sol, on fait le feu, on a des maîtres fumeurs qui font le feu, et très lentement, c'est-à-dire qu'on met 24 heures pour fumer un poisson, très lentement, la fumée enrobe le poisson. Hein. Je rappelle que la salaison fumaison, c'était le moyen ancestral pour conserver le poisson, le sel dans la chair du poisson, et la fumée met une petite couche, un petit enrobage qui est aujourd'hui malheureusement remplacé par le plastique. Alors on va le voir en image avec la maison JC David. Je vous propose de voir les premières images qui ont été réalisées par Tony, notre cadreur qui est parti chez vous. Alors on peut commenter peut-être ces images en même temps. Je vous propose qu'on les mette le premier sujet, la première capsule, et en même temps que vous puissiez nous commenter en direct également ce qu'on va voir en image. C'est parti. D'accord. Alors, où sommes-nous, mon cher Là, on est. Alors là, on est dans le port. Voilà, on arrive devant l'entreprise. Hein, donc, on est sur le site de Capécure. Hein, donc, c'est le port de Boulogne où se font tous les échanges de poissons tous les matins à partir de 5 heures du matin. Hein, là, on est en fin de matinée. J'ai que la journée est déjà terminée pour nous. Tout commence à 5 heures du matin et on va prendre du poisson et on l'expédie. La chance de Boulogne aujourd'hui, c'est d'être une superbe zone logistique où on peut envoyer du poisson avec une qualité de fraîcheur extrême partout en France et en Europe en A pour B, c'est-à-dire du jour pour le lendemain. Alors ça, on est déjà sur des produits qui sont traités chez vous. Oui, alors là, c'est du maquereau, si je vois bien, parce que c'est un petit, c'est du maquereau qui a été salé dans de la saumure, c'est un bain d'eau salée, voilà pour le saler. Alors là, on a changé, on est passé à la cave. Donc on fabrique nous-mêmes nos copeaux, c'est-à-dire pour avoir une bonne qualité de fumage, on fait venir des forêts de hêdins, des bois de chêne, des stères de chêne, et qu'on met en copeaux nous-mêmes pour garantir une fumée irréprochable, sans aucun additif, sans rien du tout. Donc là, vous avez, donc c'est au sous-sol, je suis désolé, je vais un peu moins vite que les images. Ouais. C'est nos fumoirs. Donc là, on est déjà à l'étage, vous voyez les mêmes portes qu'ici. Donc où on fume, là c'est du hareng, hein, donc le poisson traditionnel de Boulogne, qui a été salé et qui est mis dans ces armoires pendant
24 heures, puisque la lenteur est très importante pour nous. Ce qu'on veut, c'est que la chair du poisson cru, même après fumage, reste identique. Hein, on le voit pas trop à l'image, mais souvent on a des chefs qui nous disent, en prenant nos poissons, que le côté nacré d'un poisson cru, on le retrouve après le fumage. Et c'est très important pour nous. Ce qu'on veut pas, c'est que les produits soient séchés. Ce qu'on veut pas, que les produits soient des galettes, enfin, soient trop durs. Donc, le fait de fumer très lentement, comme le faisaient nos ancêtres, hein, encore une fois, on n'a rien réinventé. On a simplement fait que respecter la tradition. Et grâce à nos maîtres fumeurs, grâce à tous nos ouvriers qui sont dans les ateliers et qui perdurent cette tradition, on est très à cheval là-dessus. Alors, restez avec nous, puisque, évidemment, on va inviter l'ensemble de nos téléspectateurs, internautes, de pourquoi pas poser leurs questions, remonter ce qu'on voit comme image. Là, je pense, c'est très rare. Moi, personnellement, j'avais jamais vu vous sous-sol, le fait que vous allez mettre en copeaux votre propre bois. Enfin, bref, c'est toute enfin, il y a un savoir-faire qui, je pense, est assez rare, même à l'échelle planétaire. Si vous avez des questions. Ouais, si vous avez des questions, si vous avez envie de participer, vous avez Pascal qui prend toutes vos notes sur la chaîne YouTube de Hauts-de-France. Allez-y, vous pouvez aller sur la page événementielle du salon agriculture.hautdefrance.fr pour poser vos questions. Pascal, est-ce que nous avons déjà des réactions avec nous? Jacques qui nous demande si c'est ce que présente Monsieur Fromentin, si c'est ce qu'on appelle le fumage à froid. Ah, première question. Exactement. Alors il y a deux types de... Il y a deux types de fumage, hein, le fumage à froid et le fumage à chaud. Tous les poissons fumés qu'on connaît traditionnellement, et celui qui est le plus connu, c'est le saumon, sont des poissons qui sont fumés à froid. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la température de fumage dépasse les 22-23 degrés. Voilà, ce qui est à Boulogne est assez simple. Dans le sud, ça serait un peu plus compliqué. Hein. Mais donc voilà. Sauf les derniers étés, effectivement, où on avait de vrais problèmes, puisque certaines parties de la journée, enfin, à certains moments, on dépassait les 30 degrés. Donc, c'était un vrai problème industriel pour nous, pour garantir la qualité de nos produits. Donc, le fumage à froid, c'est pas plus de 20 degrés, et le poisson est un poisson cru, au final. Hein, on le rappelle, mais tous les poissons fumés sont des poissons crus. Au final, il y a une exception, c'est effectivement le maquereau, qui est fumé à chaud. Voilà, c'est un produit un petit peu différent. Alors, je vous propose de continuer un peu la visite de votre entreprise, de ce savoir-faire. Voici les deuxième partie des images qui ont été filmées par Tony, qui a été extrêmement bien accueilli par vos équipes. Je vous laisse commenter. Alors là vous avez vu, alors c'est la cuve, les premières images, c'est un point très très important, puisque je ne sais pas si vous avez vu, il y avait 6 cuves dans lesquelles on met du poisson. Donc tous les ans, vers le 15 novembre, quand le hareng descend de Norvège, passe au large de Boulogne, on pêche ce hareng massivement. Il y en a plus qu'il n'en faut, et on le fait rentrer dans ces cuves. Et autrefois, il n'y avait que ces cuves qui permettaient de garder le poisson pendant une année. Aujourd'hui, les vétérinaires sont beaucoup plus à l'aise dans la conservation avec le sel, dans cette conservation traditionnelle, que tout ce qui est poisson surgelé. Alors là, j'enchaîne assez vite, parce que ce superbe poisson que vous voyez, c'est du haddock. Le haddock, c'est de l'aigle fin, qui une fois salé et fumé devient du haddock. Et la couleur, c'est du roucou, c'est une graine qui vient d'Amazonie, et qui est un colorant naturel, et qui est, pour la petite histoire, le même colorant que la mimolette. Voilà. Donc c'est sans odeur, sans saveur, ça donne juste de la coloration. Alors pour la petite histoire, ça date de plusieurs siècles, où effectivement du temps de Colbert, c'était une taxe. Hein, les taxes, il y en avait déjà à l'époque, on l'oublie. Et effectivement, quand on avait payé la taxe, on avait une petite fiole de roucou, et on colorait le poisson, et les Hollandais coloraient la mimolette pour marquer que la taxe avait bien été payée. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un vrai marqueur de l'histoire du haddock, cette couleur orange, alors que l'aigle fin fumé n'est que ambré, il n'est pas du tout jaune comme on peut le voir sur les images. Alors j'ai appris quelque chose, je connaissais le roucou pour la mimolette, je ne savais pas qu'il avait cette notion de taxe, marquer la taxe, et qu'il est resté traditionnellement dans votre entreprise, tout simplement lié au haddock. C'est vraiment quelque chose, je pense qu'on apprend beaucoup de choses pour les téléspectateurs internautes qui sont avec nous. Pascal, si tu as des réactions, n'hésite pas, j'entends Pascal à l'oreillette. Oui. J'ai des questions à Olivier qui me demande combien de tonnes sont fumées
chaque année par votre entreprise ou à Boulogne, hein. Et puis j'ai une autre question également sur Harry qui doit être un gourmet qui me demande par quel poisson fumé on peut remplacer le saumon pour les fêtes par exemple. Ah, alors 2 questions. Combien de tonnes et par quoi peut-on remplacer le saumon fumé? Alors je vous laisse répondre. Alors, sur le volume, j'ai toujours un petit peu de mal à parler de volume parce que au quotidien, on travaille beaucoup plus sur la qualité que sur les volumes. On a la chance dans notre logo, je ne sais pas si vous le voyez, il y a marqué la qualité d'abord, et je pense que c'est une marque de fabrique des salaisons traditionnelles, c'est de travailler plus. Enfin, on a des artisans, on n'a pas de machine dans nos ateliers, hein, comme vous avez pu le voir sur les images. On a des artisans qui travaillent au quotidien et qui sont très à cheval sur la qualité des produits qui sont fabriqués. Et voilà, parler de quantité, c'est un peu antinomique avec la qualité. On préfère travailler vraiment sur la qualité, et on en fait beaucoup. Hein, on a cette chance-là, hein, c'est-à-dire que nos produits sont plébiscités. Mais voilà, je préfère parler de qualité que de quantité, si ça vous dérange pas. Alors justement, on va parler de qualité avec un bon produit de fête, peut-être qu'on peut mettre sur les tables qui remplacerait le saumon du coup. Alors, c'est pour remplacer le saumon, et ça, les images le montraient. De plus en plus, on fait tester le haddock, hein, qui est un vrai produit. Et je peux vous dire, quand je présente mes produits à un chef, le premier produit que je fais tester, c'est un émincé de haddock. Traditionnellement, le haddock, on a l'habitude de le consommer chaud, poché dans du lait, voilà. Mais essayez, et ça, à l'internaute qui a posé la question sur par quoi peut-on remplacer le saumon, je lui conseillerais d'acheter du haddock frais, de le consommer assez rapidement en émincé, et je suis persuadé que la prochaine fois qu'il aura le choix entre le haddock et le saumon, il continuera à prendre du haddock. C'est un produit extraordinaire, d'une finesse et d'une subtilité, voilà, qui est dingue. Donc, qu'il essaye le haddock et qui me rappelle pour me donner son retour, mais je connais déjà la réponse. Alors, je vous propose, on a une 3e série d'images que je vous invite à commenter avec nous. On poursuit notre visite chez vous à travers votre savoir-faire. C'est parti en images. Je vous laisse commenter. Hein. Alors là, comme vous voyez, ce sont des boîtes de bois dans lesquelles on met du haddock. On a un engagement par rapport à nos consommateurs, c'est de limiter la part du plastique, et on est en train de travailler énormément sur plein de solutions pour remplacer le plastique. Là, alors les fameuses cuves. Hein. Oui, on me dit qu'on revoit en fait le sujet de tout à l'heure, mais par contre, oui, par rapport à une question qu'on me dit, on se posait la question ce qu'il y avait sur ces cuves, les fameuses cuves dont vous parliez dès le début. On va peut-être les revoir en images, c'est au début du reportage, et c'est pour ça qu'on revient sur ces images. C'est toute l'histoire de Capécure qui passe par ces cuves. Hein. Il y a 100 ans, il n'y avait que du hareng qui était pêché, et donc on remplissait les cuves et ça donnait, voilà. Donc là, c'est une cuve qui a été rentrée vers le 20 novembre. Donc c'est du hareng qui est entier, qui est juste salé. Et le poisson peut être gardé comme ça pendant une année, voire un peu plus. On n'a aucun problème sanitaire avec ça. Le poisson est saturé de sel, et il se conserve entier pendant une année. Alors après, quand on le sort, on le dessale, on le met en filet, et on en fait des ballotins de hareng. Voilà, qui sont. Mais il y avait une centaine d'entreprises comme la nôtre. Il y a Valérie le dira mieux que moi, mais il y a 80, 100 ans, il y avait une centaine d'entreprises comme JC David, et tout le monde avait ses cuves, et la puissance d'une entreprise, c'était son nombre de cuves. Ça donnait du travail pour X dizaines de personnes, et je terminerai à cette période de l'année qui est vers la mi-novembre, qui est la période de la rengaison. Quand le chef d'entreprise, qui était une chef d'entreprise à l'époque, hein, parce que les femmes étaient dans les ateliers de salaison et les maris étaient en bateau, les ouvriers, quand on remplissait les cuves, donnaient un bouquet de fleurs à la patronne pour la remercier, puisque l'équivalent de cuve, c'était un équivalent d'employés pour le reste de l'année. Donc une cuve, alors je connais pas les ratios, mais une cuve, c'était une dizaine de personnes. Vous remplissiez 6 cuves, vous garantissiez du travail pour 60 personnes à l'année. Et à cette période de l'année, les employés continuent, et on a toujours une petite fête à ce moment-là. On m'offre
un bouquet de fleurs. Et ce bouquet de fleurs, le jour où vous viendrez effectivement dans l'entreprise, et toujours dans l'entrée de l'entreprise, il reste une année en attendant la rendaison suivante. C'est super, merci pour ces anecdotes. Forcément, on a une question de la part d'un téléspectateur internaute. Pascal ? Nadia qui me demande quelle est la différence entre le craquelin, le bouffi, le gendarme, le keeper. Oula, les différentes façons de présenter le hareng. Dites-nous tout. Alors, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est des appellations, et j'irai même un peu plus loin. Une autre appellation du hareng, tout le monde connaît le hareng-sort, d'autres connaissent le bouffi, mais là encore une fois, c'est exactement la même chose. Et pour aller même encore un peu plus loin, dans nos tarifs, on a une ligne pour le bouffi, une ligne pour le hareng-sort, mais c'est le même produit. Ah, c'est-à-dire que la perception même en termes commercial, elle change alors que c'est exactement la même chose. On est bien d'accord. Même produit. Mais c'est encore une fois, il y a des traditions et on respecte ces traditions et c'est très important pour nous de contribuer. Enfin, c'est la valeur de l'entreprise, c'est les traditions qu'elle met en avant et c'est très important de respecter. Peut-être de façon un peu naïve, mais au final, nos consommateurs nous le rendent bien, toutes ces traditions. Alors pourquoi certains l'appellent gendarme, pourquoi ça s'appelle le keeper, pourquoi ça s'appelle une autre des appellations, enfin voilà. Mais c'est tout ça, chacun a sa petite histoire et c'est très important de respecter les histoires des gens. Alors j'ai envie de vous poser une question qui est plus personnelle. Je vous sens entièrement passionné par votre activité, par le fait d'amener de l'humain également, de la qualité, enfin une vraie fierté par rapport à ce que vous entreprenez au quotidien. Je suppose que c'est une entreprise familiale que vous reprenez. Comment vous avez perçu ça ? Vous avez démarré ? Comment cette fibre a démarré chez vous personnellement ? Alors, ça n'est pas une entreprise familiale, c'est une entreprise que j'ai repris il y a quelques années avec mon épouse. Et cette passion, un jour, j'ai eu la chance de visiter l'entreprise, d'arriver à Boulogne dans le premier port de pêche de France, qui est très, très important. Comme je dis, avec une zone logistique qui est unique. Et j'ai eu la chance de découvrir ces vieilles installations et ce patrimoine régional qui est très important. Et pour moi, c'était à un moment professionnel de ma vie, c'était très important de donner un sens supplémentaire à tout ce que j'ai pu apprendre et de se dire, voilà, il y a des traditions qui font des produits exceptionnels parce que les chefs nous disent, vous faites des produits exceptionnels. Donc ça n'est pas moi, c'est tous les artisans de l'entreprise. Et c'était important pour moi de relever ce défi, d'apprendre tout. Valérie pourra vous le dire. Quand je suis arrivé, je connaissais pas grand-chose à Boulogne, pas grand-chose à la Salaison. Voilà. Et du coup, c'est la passion. Ça fait plusieurs années, mais elle est toujours très 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 vive et très présente. Et c'est un honneur de pouvoir relever ce défi, que de prolonger cette tradition et ces savoir-faire. Alors c'est pas facile tous les jours parce que quand on est dans l'industrie agroalimentaire, on nous demande plus de salles blanches que des vieux fumoirs tels que vous les voyez. Mais c'est un tel plaisir de voir les yeux et les papilles des consommateurs s'exprimer avec plein d'emphase. Et voilà, on continue comme ça et c'est très très bien. Philippe Fromentin, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau de Près de chez nous. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos commentaires, anecdotes, cette passion qui vous investit. On salue évidemment tous celles et ceux qui travaillent à vos côtés, qui défendent cette qualité que vous défendez ardemment. Juste une petite question à Valérie qui nous accompagne également, Valérie Rioust, par rapport à la question de nos téléspectateurs. On peut donner quand même ce que ça représente, pas en volume, mais d'importance, l'activité de fumaison. Alors je vais faire une réponse un peu comme Philippe, parce qu'effectivement on a toujours un peu de mal à parler de production. Par contre, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'on a 6 entreprises qui sont sur le Boulonnais et qui travaillent donc en salaison maritime, avec quelques petites différences avec notamment celle de JC David qu'on vient de voir. Mais je peux vous dire qu'avec nos 6 entreprises, on produit 65% de la production nationale. Voilà, ça donne déjà une idée de mesure, évidemment, sur l'importance de cette activité, d'excellence que nous avons la chance d'avoir à Boulogne-sur-Mer.